Bonjour, chers rebelles des capitaux. J'espère que vous allez bien. Je suis ici avec mon bon ami Brent Johnson et nous allons parler d'un pari fait entre gentlemen que nous avons conclu il y a peut-être, quoi, Brent, 6 semaines, quelque chose comme ça? Ouais, il y a un mois, 3, 4 semaines. Ouais, début octobre, c'était. Oui, et nous allons parler de la façon dont je me suis complètement trompé. Et puis nous allons aussi, ha, ha, ha. Mais je pense que cela va être une expérience éducative pour nous tous, moi y compris. Ensuite, nous allons obtenir la prédiction de Brent concernant les taux d'intérêt. C'est un grand sujet du jour en ce moment pour 2025 et nous pourrions avoir quelques désaccords là-dessus. Et puis j'ai en fait un os à ronger avec mon bon ami Brent Johnson au sujet du dollar des États-Unis. Donc, nous allons également aborder cela. Mais tout d'abord, Brent, passons en revue ce pari fait avec ce gentleman. C'était au début d'octobre. Oui, c'était début octobre. Donc, Brent Johnson va me rejoindre ici à Meadow Lane, juste autour du Nouvel An pour une retraite macro que j'organise. Et j'ai dit que, fondamentalement, nous avons fait un pari sur le TLT. Donc, le TLT, si les taux d'intérêt baissent, alors le TLT monte. Donc, je pensais que le TLT monterait, que les taux d'intérêt baisseraient, disons le 1er octobre. Et Brent dit non. Et je suis tellement convaincu que les taux d'intérêt vont augmenter que je vais en fait acheter des potes sur le TLT. J'ai dit d'accord. Eh bien, celui qui gagne, je pense que vos options étaient quoi? Le 17 octobre. Ouais, ils étaient à 2, 3 semaines. Ouais. Alors j'ai dit d'accord, celui qui gagne fait le premier tour de boisson à Medellín pour le nouvel an. Les taux d'intérêt ont donc continué à augmenter sans même s'arrêter. Dans environ une heure. Exactement. Je n'aurais pas pu avoir plus tort, mais ce qui est intéressant, c'est que plus j'apprends sur l'investissement, surtout de la part de professionnels comme vous et des gars avec qui nous traînons à Saint-Barthélemy, Saint-Barthélemy et autres, il faut vraiment que vous ne pouvez pas simplement regarder la vue macro. Vous devez commencer par la vue macroéconomique, mais ensuite, vous devez vraiment examiner ce qui se passe d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre et réaliser que rien ne se déroule en ligne droite. Et c'est pourquoi votre horizon temporel est si important. Parce que je suis ici à regarder tous ces graphiques, vous savez, en le regardant d'un point de vue global et en disant, d'accord, généralement, lorsque la Fed réduit les taux, les attentes du marché sont de sous-estimer le nombre de réductions de taux qu'ils finiront réellement par faire. Alors, je me dis, ouais, je vais juste acheter un TLT parce qu'il commence à réduire les taux. Mais ensuite, quand je me suis penché sur la question après avoir fait le pari, je me suis dit, waouh, j'ai regardé 2007 et j'ai vu qu'à peu près chaque fois qu'il traverse ce cycle de réduction des taux, les taux augmentent en fait, même s'ils finissent par baisser. Mais bon, donne-moi ton raisonnement sur pourquoi tu as acheté ces putes. Il y avait donc plusieurs choses différentes. Nous allons tout passer en revue ici, mais je veux juste informer tout le monde maintenant que cette semaine, dans notre émission hebdomadaire Milkshakes, Marché et Folie, vous pouvez la trouver sur YouTube. Nous avons décomposé cela. Je l'ai appelé l'anatomie d'un trade et j'ai passé en revue cela. Donc, si vous aimez ce que vous entendez aujourd'hui, vous pouvez revenir en arrière et vous savez, le trouver sur YouTube et le regarder. Johnson, avant de faire cela, peux-tu mettre le lien dans le chat, s'il te plaît? Oui, donc il y avait quelque chose qui me traversait l'esprit. La première était que tout le monde savait qu'ils allaient réduire les taux. Et si vous revenez en arrière et que vous regardez un graphique du TLT, le TLT avait augmenté de manière assez régulière pendant environ 2 ou 3 mois avant la réunion. Et souvent, quand cela se produit, vous savez, les marchés réagissent par anticipation, n'est-ce pas? Ils se déplacent avant l'action réelle. Et au moment où cela est arrivé à la réunion de la Fed, où ils ont effectivement réduit, j'avais l'impression qu'une grande partie était déjà intégrée dans les prix. Donc, c'était le numéro 1. Et je pensais un peu à acheter des putes le jour de la réunion de la Fed, et je ne me souviens pas vraiment pourquoi, mais je l'ai raté et je ne l'ai pas fait. Et le lendemain, le TLT a baissé de manière assez significative ou relativement rapidement. Et donc, j'avais un peu attendu qu'il remonte pour avoir l'opportunité d'acheter des options de vente. Donc, c'est le numéro 1. Numéro 2. Mon scénario de base est que les taux vont augmenter. Et donc, je comprends toutes les raisons pour lesquelles ils gagnent au cours d'une année, au cours de l'année prochaine. D'accord? Et cela remonte à ma thèse sur les milkshakes en 2018-19, lorsque j'ai commencé à en parler. Je pensais que le marché haussier des obligations de 40 ans toucherait à sa fin, que les taux augmenteraient
et que la hausse des taux. Cela nuit au reste du monde plus qu'aux États-Unis. Donc, je pensais que cela provoquerait une demande pour le dollar en tant que valeur refuge, mais aussi des taux plus élevés aux États-Unis, rendant le dollar plus attrayant. Si vous êtes mieux rémunéré en détenant des bons du Trésor qu'en détenant des euros ou des yens ou autres, l'argent affluera vers le dollar des États-Unis. L'argent qui afflue vers le dollar ne va-t-il pas faire baisser les taux parce que cela augmente la demande pour ces obligations libellées en dollars des États-Unis? À un moment donné, cela le sera, mais pas au départ. Au départ, si les taux sont à 5 aux États-Unis et qu'ils sont à 0 au Japon ou à 1,5 en Europe. C'est une grande différence, mais je pensais que les taux allaient augmenter. Donc, je dis juste que vous devez comprendre que mon scénario de base a toujours été que les rendements augmenteraient, pas qu'ils diminueraient. Donc, si les rendements baissent un jour, cela constitue en quelque sorte un contre-rallye par rapport à mon scénario de base global. Et ensuite, lorsque la Fed a commencé à réduire, vous savez, au début de l'année, ils allaient réduire comme 7 fois, puis cela a été de plus en plus tard, et ces 7 magnifiques baisses de taux ont un peu disparu, mais finalement, ils en sont arrivés à un point où il était assez clair qu'ils allaient réduire. Mais je pense simplement que les pressions inflationnistes ne s'effondrent pas, elles diminuent. La Fed fait un assez bon travail pour maîtriser, vous savez, l'inflation extrêmement élevée, mais cela ne signifie pas que cela s'effondre non plus. Et donc, je pensais un peu que, parce qu'ils dépensent autant d'argent et jusqu'à ce que l'on atteigne le mur, les dépenses gouvernementales sont en réalité stimulantes. Et donc, je pensais que cela pousserait un peu les prix. Cela ne pousserait pas nécessairement les prix à la hausse, mais je ne pensais pas qu'ils allaient s'effondrer. Oui, j'étais antidéflationniste. Antidéflationniste, n'est-ce pas? Et donc, je pensais cela, mais parce que je pensais que tout le monde pensait maintenant qu'avec la Fed qui réduit, les taux d'intérêt allaient seulement baisser, je pensais que le marché avait un peu tort. Donc, c'est la vue d'ensemble. Maintenant, l'image à court terme plus succincte qui se mettait également en place était le jour où j'ai acheté ces putes. Le TLT était en forte hausse. Alors, je t'ai dit que j'attendais un jour ou une période où les taux baisseraient à nouveau et le TLT remontait. Je ne me souviens pas quel jour c'était. Je pense que c'était un jeudi ou un vendredi. Et le TLT était en forte hausse. Il était au-dessus de 99 ce matin-là. Et donc j'ai dit, eh bien, c'est probablement la meilleure opportunité que je vais voir. Et il y avait quelques autres choses. Le pétrole, à l'époque, était autour de 66 ou 67, quelque chose comme ça. Et les événements au Moyen-Orient recommençaient à s'intensifier. J'ai donc pensé qu'il était très possible que le prix du pétrole augmente, du moins à court terme, dans les tout prochains jours, en raison de ce qui se passait au Moyen-Orient. Et il y a peu de choses qui sont plus inflationnistes ou déflationnistes que le prix du pétrole. Donc, si le prix du pétrole augmente, cela tend à être inflationniste, et si le prix du pétrole s'effondre, cela tend à être déflationniste. Je pensais donc que si le marché avait déjà un peu dévié et que le pétrole commençait maintenant à augmenter, cela combinerait, cela aiderait l'histoire de l'inflation, ce qui affecterait ensuite le DLT. Oui, et techniquement aussi, je pense que le niveau des 100 n'était-ce pas un niveau de résistance? Oui, oui, exactement, exactement, exactement. De plus, c'était la période où, je ne sais pas si tu te souviens de cela ou non, mais il y a un mois, tout le monde parlait de cette grève portuaire. Ils n'allaient pas décharger les navires qui arrivaient. Et s'ils ne déchargeaient pas les navires, alors les marchandises allaient rester sur les quais. Et il ne faudrait pas longtemps avant que les chaînes d'approvisionnement ne soient comprimées et que les prix n'augmentent. Et j'avais l'impression qu'ils résoudraient cela, mais je pensais juste que les discussions à ce sujet dans les médias pourraient exercer une pression pour que les rendements augmentent. Donc, c'était une partie de cela. Et puis, chaque fois que j'achète des options, mon objectif numéro 1 est de récupérer mon capital initial aussi rapidement que possible. D'accord. Ce que je veux dire par là, Oh, d'accord. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si je dis que je vais enchérir 100 000 dollars des États-Unis, d'accord, je passe un ordre de 100 000 dollars des États-Unis. Lorsque vous achetez des options de vente, elles ont intrinsèquement, ou des options de tout type, ils ont intrinsèquement un effet de levier sur eux. Et si cela va dans votre sens,
Il ne faut pas un grand mouvement pour que ces options de vente doublent de valeur ou pour augmenter significativement la valeur. Donc, chaque fois que je fais un trade comme ça, j'essaie toujours de comprendre comment je peux récupérer rapidement mon capital initial et ensuite, je peux laisser le reste rouler gratuitement. Et si j'ai tort, eh bien, je n'ai perdu aucun argent. Et donc, pour faire cela, pour que cela évolue rapidement, dans votre direction, vous devez avoir des catalyseurs de marché qui pourraient le faire. Et à l'époque, encore une fois, je pense que c'était un jeudi et un vendredi et qu'il y avait des éléments économiques. Donc le catalyseur, c'est toujours comme le Moyen-Orient. Cela pourrait être le coup dur des emplois. Tu sais ce que c'était? C'était les emplois. C'était les emplois vendredi. Nous avions le Moyen-Orient, nous avions la grève portuaire, et puis la semaine suivante ou dans les 10 jours suivants, il y avait comme l'IPP, l'IPC, il y avait une multitude de données qui sortaient dans les 10 jours suivants. Et donc, si je ne me suis pas trompé sur l'IPC et que je ne me suis pas trompé sur le Moyen-Orient ou la grève portuaire, j'avais d'autres catalyseurs qui devaient arriver dans les 10 jours et que je pensais pouvoir m'aider à me sortir de cette situation. Ça a du sens, absolument. J'avais donc plusieurs façons d'avoir raison. Et puis l'autre chose, tu as doublé ton argent après comme 3 ou 4 jours. Je pense que j'ai doublé mon argent en 24 heures. Ouais. Donc, pour être clair, vous avez vendu, vous avez retiré votre argent de la table et ensuite vous avez laissé le jeu avec l'argent de la maison. C'est ça, c'est ça. Et je pense qu'au cours de la semaine prochaine, nous avons tout vendu au cours de la semaine prochaine. Et je pense que notre dernière vente de TLT était autour de 195 ou 194. Écoutez, c'était un très bon trade, mais je ne veux pas que les gens pensent que j'ai fait ça avec comme 30% de mon portefeuille ou la totalité de mon portefeuille. J'ai des actifs et une allocation d'actifs qui est plutôt statique, n'est-ce pas? Nous possédons un certain nombre d'actions. Nous possédons des bons du Trésor, nous possédons de l'or, nous avons différentes expositions immobilières. Cela ne change pas si souvent. Si je veux augmenter ou diminuer mon exposition, j'utiliserai généralement une sorte de couverture ou d'option pour augmenter ou diminuer l'exposition de cette manière. Mais en plus de cela, nous ferons ces transactions tactiques en cours de route si je vois une opportunité comme celle-ci, n'est-ce pas? Et donc, je pense, et je ne me souviens pas, je dois revenir en arrière. Je pense que nous avons peut-être risqué 1% de notre portefeuille global sur cette opération, n'est-ce pas? Donc, si c'est un portefeuille de 100 000 $ des États-Unis, peut-être que j'ai acheté pour mes 1 000 $ des États-Unis d'options. Et donc, ces 1 000 $ sont devenus 3 000 $. Je pense que nous avons triplé notre argent sur cette opération, non? Alors, maintenant vous pensez, eh bien, ce n'est pas un si grand gain, n'est-ce pas? Et c'est vrai, mais si vous pouvez faire cela 3, 4, 5 fois par an, peut-être que vous avez gagné 3, 4, 5% que vous n'auriez pas autrement, n'est-ce pas? Mais si vous avez tort, vous n'avez pas perdu 30% de votre portefeuille. Il est donc important de comprendre qu'il n'y a pas seulement la gestion des risques sur l'ensemble du portefeuille, mais qu'il existe aussi une manière de gérer les risques des transactions individuelles. Et c'est pourquoi j'aime utiliser des options, car je sais qu'il y a un montant maximum que je peux perdre. Si vous vendez quelque chose à découvert ou si vous le faites avec une grande partie de votre portefeuille et que cela va à l'encontre de vos attentes, vous êtes alors un peu coincé. Et c'est pourquoi j'ai utilisé des options, et c'est pourquoi je ne l'ai fait que 3 semaines à l'avance. C'était donc un trade à très court terme. Je savais que je saurais dans une semaine si j'avais raison ou tort. Ouais, et je veux souligner que tout est une question de gestion des risques. Plus j'apprends et plus j'étudie, les gars qui l'ont fait dans le passé et les gars comme toi qui le font aujourd'hui. Et je veux être clair, pour les personnes qui regardent cette vidéo, vous devez compartimenter qui vous écoutez. Et je mettrai beaucoup plus de poids sur les personnes qui gèrent réellement de l'argent parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un biais. Cela ne fonctionne pas pour eux. Tout tourne autour du PNL. Peu importe qu'ils pensent devoir gagner l'élection ou ce qu'ils pensent du prix de l'or, du Bitcoin, des matières premières ou du dollar. Peu importe ce que cela devrait être, peu importe ce qu'ils pensent. Ce qui compte, c'est ce que le marché pense. Et ce sont les personnes que j'aime écouter. J'aime vraiment accorder plus de poids à ce qu'elles disent. Et tout tourne autour de 3 choses: la gestion des risques, avoir un avantage et faire des paris asymétriques. C'est ainsi que vous gagnez essentiellement à ce jeu et c'est exactement ce que vous avez montré avec ces options de vente.
concernant le TLT. J'aime faire remarquer aux gens que je suis très conscient de la gestion des risques, probablement trop, avec mon portefeuille. L'argent que j'utilise pour les options provient des intérêts que je gagne grâce aux bons du Trésor. Donc, même si je perds 100%, je n'impacte toujours pas mon capital. Je pense, écoute, cela pourrait être la chose la plus importante que quiconque retire de cela, n'est-ce pas? Ouais, il y a un gars célèbre et, Dieu, je vais encore oublier son nom. Je parlais à quelqu'un l'autre jour et comment s'appelle-t-il, quoi qu'il en soit? Il a essentiellement dit que chaque fois que vous êtes sur le point de faire un trade, quelle que soit la taille que vous pensez faire, réduisez-la de moitié, puis réduisez-la encore de moitié. Ouais, Qui a dit ça? Et c'est parce qu'il est un légendaire homme de fonds spéculatif. je pense qu'il était aussi un gars des Market Wizards. Oui, c'est vrai, nous en avons parlé à Saint-Barthélemy, et je ne me souvenais pas de son nom à ce moment-là non plus, mais je veux dire, c'est un génie, et c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, la plupart des gens, l'erreur que font la plupart des nouveaux investisseurs, c'est qu'ils surdimensionnent leurs transactions. Maintenant, je dirais que je suis en quelque sorte, ce n'est pas que je ne sois pas d'accord avec eux, mais je vais parfois un peu à l'encontre de cela. Donc, par exemple, si quelque chose me semble vraiment, vraiment bon comme ce trade, je pensais que c'était un bon trade. Ce n'était pas un excellent trade. Je pensais que c'était une bonne opportunité, mais je ne pensais pas que c'était une opportunité incroyable. Mais tout s'est un peu aligné pour que je pense que je pouvais faire le trade avec très peu de risques. Et donc, je l'ai fait. Si tout avait été parfaitement aligné, j'aurais probablement fait cela dans une taille un peu plus grande, parce que si vous, encore une fois, si vous le faites dans une taille un peu plus grande, et je veux être prudent parce que je n'encourage pas les gens à faire des transactions énormes, quand je dis un peu plus grand, peut-être que j'utilise 2% de mon portefeuille plutôt que 1%. Vous savez, ce n'est pas un trade de 20% d'un portefeuille, mais si tout est en place pour vous et que vous investissez une taille un peu plus grande et que cela va dans votre sens, puis que vous retirez votre capital initial de la table, alors vous avez toujours une taille assez importante en jeu et c'est gratuit. Donc, mais vous devez être conscient que ce n'est pas juste un pressentiment et que vous agissez. C'est quand vous avez fait beaucoup de travail, vous savez que vous pouvez vous tromper, mais tout est en place pour vous. Alors peut-être que vous placez un trade un peu plus important. C'est ce que ferait Druckenmiller. Druckenmiller dirait que lorsque vous avez une bonne idée, vous y allez fort. Écoutez, je ne devrais même pas être mentionné dans le même univers que Druckenmiller, mais en général, l'idée est que vous êtes très petit jusqu'à ce que cela commence à vous donner raison. Et vous ne risquez pas la moitié de votre portefeuille sur un seul trade. La façon dont je dirais cela, c'est que cela revient simplement à l'asymétrie. Donc, plus une idée est bonne, je dirais qu'il y a plus d'asymétrie. Donc, si votre risque à la baisse est, disons, de 2% et votre potentiel à la hausse est de 100%, cela signifie que je vais risquer un pourcentage plus important de mon portefeuille par rapport à un risque à la baisse de 10% et un potentiel à la hausse de 50%. D'accord. Et l'autre chose que je pense, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, Brent, chaque fois que tu publies un trade sur Twitter, c'est presque toujours un trade négatif. En d'autres termes, cela signifie toujours que le marché va baisser. Vous achetez des options de vente, c'est toujours un biais baissier et voici la raison, c'est vrai, c'est généralement vrai et c'est pourquoi. Sauf lorsque quelque chose est vraiment en mauvais état. Je peux trouver des moments où j'ai dit que c'était probablement un bon moment pour acheter ceci ou que cela avait l'air bien, mais en général, je suis déjà long sur les actifs. Si les actifs montent et vont vers la droite, je n'ai rien besoin de faire car nous gagnons déjà de l'argent là-bas. Oui, mais pour revenir à votre point, une grande partie de mon travail est la gestion des risques. Donc, je suis toujours à la recherche de problèmes. Je suis toujours à la recherche de cette vague sauvage que personne d'autre ne voit et qui va faire chuter un portefeuille de 20%. D'accord. Écoute, si tu cherches des monstres sous le lit, tu vas probablement en trouver quelques-uns. Et tu vas probablement en trouver quelques-uns qui ne sont pas là. D'accord? Et donc, je ne veux pas que tout le monde pense qu'à chaque fois que je fais l'un de ces trades, je triple mon argent. Ce n'est pas le cas, je perds aussi sur ceux-ci, mais si je fais peut-être deux ou, disons que je fais 2 ou 3 de ces trades par mois, ça fait 30 trades par an. Si j'ai raison sur 18 ou 19 d'entre eux et que j'ai tort sur 10 ou 12, je pense que j'ajoute quand même, vous savez, 2, 3, 4% au portefeuille.
Disons que vous lancez une pièce. Oui, exactement. Oui, oui, vous êtes bon pour y aller. Exactement. Si vous en avez 12 ou 13 de bons, encore une fois, tant que vous avez contrôlé votre risque sur ceux sur lesquels vous avez tort, alors, au final, le point est que ce n'est pas quelque chose où, vous savez, ces trades sont garantis de fonctionner. Je pourrais facilement te montrer un de ces cas où j'ai fait cela et ça s'est retourné contre moi et la prime d'option a disparu. Ouais, eh bien, tu parles de Druckenmiller. Même lui dit qu'il a raison 55% du temps. Oui, exact. Donc, s'il a raison seulement 55% du temps, il faut se demander comment il peut produire, disons, des rendements de 30% année après année, année après année, année après année. Et c'est l'asymétrie. C'est vraiment la réponse. Et je vais te dire, tu sais, parce qu'il dira, écoute, quand je vois une idée que j'aime, comme il dit, je suis un cochon, n'est-ce pas? Comme je vais y aller à fond. Mais il faut se rappeler en premier lieu qu'il a fait plus de travail que vous ne pouvez l'imaginer avant de passer ce trade. Ce n'est pas quelque chose où il ouvre le Wall Street Journal, voit que la Fed réduit les taux d'intérêt et maintenant il va et il passe un ordre. D'accord, comme s'il sait probablement ce que la Fed va faire avant que la Fed ne le fasse. D'accord, je veux dire ça. Donc, juste parce que Druckenmiller dit de mettre tous vos œufs dans le même panier et de surveiller ce panier de très près, cela ne signifie pas que l'investisseur moyen devrait le faire. Vous n'êtes pas Druckenmiller. Croyez-moi, vous ne l'êtes pas. Je ne le suis pas, George ne l'est pas, il n'y a qu'un seul Druckenmiller. Donc, soyez très prudent lorsque vous entendez parler de cette stratégie. Et je pense que ce qui est encore plus important, c'est l'expérience qui mène à avoir cette intuition. Je ne pense pas que l'intuition se manifeste simplement de manière magique. Je pense que c'est le résultat des 45% du temps où il perd absolument ou qu'il fait une erreur. Et il fait cela, disons, depuis les années 1970. Donc, si j'avais fait cela depuis les années 1970 et que j'avais eu tort 45% du temps et que c'est quand on a tort qu'on apprend vraiment, oui, absolument. J'aurais également développé, peut-être pas aussi bien que Druckenmiller, mais j'aurais aussi construit cette intuition au point où je n'aurais probablement pas fait ce pari parce que j'aurais eu l'expérience de savoir que, hé, Georges, même si c'est ta vision à long terme, une fois que la Fed commence à baisser les taux, j'ai vu ce cycle encore et encore et je l'ai en fait vécu. Et donc, je sais que même si c'est votre point de vue à long terme, rien ne va en ligne droite. D'accord. Non, absolument. Et puis, je m'oblige presque à faire des transactions qui vont à l'encontre de ma vision globale. Une partie de cela est juste pour rester honnête avec moi-même. Oui, exerce ce muscle. Ouais. Et l'autre chose que je dirais, c'est qu'une des raisons pour lesquelles j'aimerais, parce que j'ai eu des gens qui m'ont demandé, eh bien, Brent, même si tu ajoutes juste 2%, 3%, 4% par an en faisant ces 30 transactions, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est une bonne utilisation de ton temps? Et ma réponse est que je pense que c'est pour plusieurs raisons. D'une part, j'ai l'impression que si je fais des transactions sur le marché, j'ai une meilleure compréhension de ce qui se passe sur le marché. C'est une chose de regarder le marché. C'est une autre chose de passer un trade, et cela peut sembler ridicule, mais c'est absolument vrai. Dès qu'il y a de l'argent réel en jeu, tout change. Et non seulement cela, mais dès que vous gérez l'argent de quelqu'un d'autre, tout change. Si vous pensez avoir fait un bon travail en gérant votre propre portefeuille et que cela signifie que vous pouvez gérer le portefeuille de quelqu'un d'autre, une fois que vous commencerez à gérer le capital de quelqu'un d'autre, cela vous semblera différent. C'est juste comme ça. Mais l'autre chose que je dirais, c'est que j'ai l'impression d'avoir deux parties. Dans mon portefeuille, j'ai l'allocation d'actifs stratégiques, global, et ensuite, j'ai ce petit livre tactique, n'est-ce pas? Et la belle chose avec le petit livre tactique, c'est que tout le monde veut trader, n'est-ce pas? Si vous avez un portefeuille, vous pensez toujours, devrais-je faire ceci? Devrais-je faire cela? Devrais-je faire ceci? Vous savez, et vous avez une idée et vous avez cette envie, n'est-ce pas? Si vous avez une petite portion tactique de votre portefeuille dans laquelle vous pouvez effectuer ces transactions, cela vous permet de satisfaire ce besoin, vous savez, de faire ce que vous voulez sans compromettre l'ensemble de votre portefeuille, n'est-ce pas? Parce que si vous effectuez cette opération dans votre grand portefeuille global, vous avez le potentiel de tout gâcher. En ayant une petite portion tactique, cela vous permet de réaliser ces transactions. Cela vous permet de vous amuser un peu, vous savez, de voir ce qui se passe sur le marché, mais vous ne mettez pas en péril votre stratégie globale pour le faire.
Ouais. Je me souviens d'un autre gars des Market Wizards. Ça pourrait être le même gars quand Jack Schwager lui a demandé comment il contrôle ou quel outil il utilise pour gérer la taille de sa position. Il a dit que c'était selon s'il pouvait dormir la nuit. Ouais, il ne peut pas dormir la nuit parce que la position est trop grande. C'est trop grand. Ouais, d'accord. Parlons des taux d'intérêt parce que c'est là où je pense que nous avons quelques désaccords. Donc, si vous pensez que les taux d'intérêt vont être plus élevés, disons dans 12 mois à partir de maintenant, pour moi, si je comprends, vous savez votre cadre, appelons-le le milkshake dollar, eh bien, ces autres économies comme la Chine, le Royaume-Uni, l'Europe, le Canada, etc., eh bien, elles sont dans une bien pire situation que les États-Unis, bien que les États-Unis ne soient pas en grande forme non plus. Par conséquent, vous allez voir tout ce capital affluer vers les actifs américains, mais pour moi, cela signifie que les taux d'intérêt vont baisser car ces personnes vont arriver, ce capital va entrer, elles vont acheter des obligations du Trésor, évidemment, elles pourraient aussi acheter de l'immobilier, elles pourraient également acheter des actions, mais cela va certainement augmenter la demande pour les obligations du Trésor ou est-ce que vous pensez que tout ce capital entrant aux États-Unis va être inflationniste parce qu'il va faire augmenter les prix des actifs comme le marché boursier, car il va aller vers Nvidia, disons, et donc cela augmente. Le pouvoir d'achat des Américains augmente la demande agrégée et la Fed a effectivement une marge de manœuvre. Les autres pays n'ont pas cela, donc si notre IPC augmente à cause de cette augmentation de la demande agrégée en raison des flux de capitaux, alors la Fed va augmenter les taux, ce qui va faire monter la partie longue de la courbe. C'est en quelque sorte une combinaison de ces éléments. Donc, numéro 1, je dirais que le capital entrant aux États-Unis, c'est comme un stimulus externe, n'est-ce pas? Donc, un stimulus externe pousse les prix à la hausse, toutes choses étant égales par ailleurs. Maintenant, nous ne sommes jamais dans une situation où tout le reste est égal, mais si vous considérer cet afflux. Cela tend à faire monter les prix des actifs. L'autre chose que je dirais, c'est que le gouvernement dépense encore beaucoup d'argent. On veut acheter des obligations du Trésor et des obligations du Trésor, mais ils veulent juste être mieux payés pour le faire. D'accord. Et donc peut-être qu'ils ne les achètent pas avec des rendements à 4 %. Ils veulent que ce soit 4,5 % ou 4,6 % ou peu importe ce que c'est. Et l'autre chose, c'est que je ne pense pas nécessairement que les taux d'intérêt vont beaucoup augmenter. Je ne pense tout simplement pas qu'ils vont s'effondrer, sauf dans le cadre d'un événement imprévu. D'accord? Et l'autre chose est que même si vous pensez que nous allons avoir une récession, ce qui, encore une fois, n'est pas mon scénario de base, mais je peux comprendre comment cela pourrait se produire et il se pourrait que des taux plus élevés soient ce qui le cause. Maintenant, rappelez-vous, et voici un exemple, revenons à 2022. En 2022, les taux augmentaient, mais les prix des actions étaient en baisse de 20 à 30 % à un moment donné en 2022. Et beaucoup de gens pensaient qu'une récession était imminente, mais nous étions dans une situation où le rendement à 10 ans était passé de 2 % à 4,5 % ou quelque chose comme ça sur une période de 12 ou 15 mois. Donc, une fois, je ne sais pas si les taux vont atteindre 5 % ou 6 %, mais je ne pense pas que notre déficit budgétaire va diminuer. Je ne pense pas que nos dépenses vont diminuer. Et pour répondre à votre point, je ne pense pas que les taux d'intérêt aient autant d'importance aux États-Unis que dans le reste du monde. En d'autres termes, je ne crois pas que le gouvernement ait des difficultés à se financer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les États-Unis font face à une catastrophe fiscale imminente et que personne ne va les financer. Et je ne pense tout simplement pas que ce soit le cas. Et même si les taux vont, vous savez, ils diront que l'intérêt sur la dette est maintenant la plus grande ligne budgétaire. Écoutez, c'est vrai, et je ne dis pas que ce n'est pas un problème, mais ce n'est pas un problème pour les États-Unis, à court terme parce qu'ils peuvent simplement imprimer de l'argent pour payer les intérêts. Donc, l'analogie que j'utilise est la suivante. Si vous êtes à une table de poker et que vous avez une grosse pile de jetons et que vous avez une machine sous votre chaise qui imprime des jetons, est-ce que cela vous préoccupe vraiment s'ils augmentent la grosse blind parce que vous vous mesurez aux 6 ou 7 autres personnes à la table? S'ils commencent à augmenter la grosse blind, la petite blind, et à les doubler à chaque tour de table, qui cela va-t-il blesser le plus? Est-ce que cela va vous nuire, vous qui avez la machine qui imprime les jetons, ou est-ce que cela va nuire aux autres qui ne peuvent pas le faire? Donc, si les taux augmentent, je ne pense pas que cela nuise aux États-Unis, autant que cela nuit au reste du monde. Et s'ils écoutent, si j'ai tort et qu'ils baissent, cela ne me nuit pas vraiment non plus. Donc, je ne parie pas beaucoup sur les taux, mais mon scénario de base est qu'ils restent probablement à ce niveau ou augmentent un peu.
au cours de l'année prochaine. Et puis, je pense qu'au cours de l'année prochaine, cela pourrait causer suffisamment de problèmes pour que les taux baissent en raison d'une récession, d'une peur de récession ou d'une sorte de crise, peu importe ce que c'est. Ouais, tu vois, la façon dont je le vois, c'est que je ne pense pas que l'offre de bons du Trésor ait de l'importance. Je ne vois certainement aucune preuve de cela. Par exemple, je suis retourné en 1980 et la dette fédérale en 1980 était de 900 milliards. Ouais, et les gens disaient, et tu sais ce que les gens disaient, c'est insoutenable, nous avons une crise de la dette, ça va atteindre $1 trillion dans quelques mois, non? J'ai fait une autre vidéo parlant de Paul Tudor Jones l'autre jour. Oui, fin 80, début 90. C'est exact. Mais rappelez-vous, il vient juste de dire que tous les chemins mènent à l'inflation à cause de cette crise de la dette dont nous parlons, car les déficits du gouvernement sont si élevés qu'ils vont émettre tant de bons du Trésor qu'il n'y aura pas assez de demandes et donc la Réserve fédérale va devoir intervenir et acheter ces bons du Trésor. Ils vont devoir contrôler la courbe des rendements. Et cela va conduire à l'inflation, donc acheter du Bitcoin, du Nasdaq, de l'or. Je ne dis pas de ne pas acheter ces choses. Mais j'ai fait, c'est que je suis retourné en 1989 quand il a été interviewé par Jack Schwager pour les livres originaux de Market Wizard. Devinez ce qu'il disait à propos de la dette des États-Unis. À l'époque, La même chose exacte, la même chose, mon ami, mot pour mot presque. mot pour mot, c'est exact. Donc, mon point est le suivant. Ce n'est pas parce que je ne dis pas que nous n'avons pas eu de crise de la dette dans le passé que nous n'en aurons pas une à l'avenir. Mais ce que je dis, c'est que si vous voulez prédire les probabilités que cela se produise, disons dans les 5 prochaines années, vous devez revenir en arrière et étudier le passé pour comprendre pourquoi cela ne s'est pas déjà produit. Parce que ce qui se passe, comme dans l'exemple de Tudor Jones, c'est que son modèle était manifestement incorrect. C'est juste le bilan. Il a bien évalué la dette, il a bien évalué les déficits, il a bien évalué la dette par rapport au PIB, il a bien fait tout ça, mais il s'est trompé sur le marché obligataire. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui n'était pas correct dans son modèle? Je pense donc, encore une fois, que mon point est que tout tourne autour des attentes de croissance et d'inflation. Et cela a très peu à voir, si ce n'est rien, avec l'émission et le côté offre de l'équation. Parce que, à mon avis, toi et Eric en avez parlé l'autre jour en évoquant les îles Caïmans, le Luxembourg et d'autres choses. Vous essayez de trier un peu tout ça. Pourquoi tous ces petits pays obscurs possèdent-ils tous ces bons du trésor? Et Eric parlait de l'argent chaud. Vous savez, Luc en parle avec les fonds spéculatifs et autres. Vous parlez de votre expérience. Quand j'écoutais ça, je me suis dit, regarde, je pense que c'est juste les banques parce que tu as toutes ces banques qui sont domiciliées aux îles Caïmans, au Luxembourg, au Royaume-Uni. Et si je suis une banque en ce moment et que j'ai tous ces dépôts bon marché, j'achète. Pour les titres du Trésor, j'essaie d'aligner ma sécurité ou ma maturité, ou j'essaie de couvrir le risque de taux d'intérêt. Donc, si je peux m'asseoir là et emprunter du côté des passifs de mon bilan à, disons, 1% pendant 2 ans, pourquoi ne voudrais-je pas acheter une obligation du Trésor à 2 ans? Ouais, et fais le spread, non? Ouais. Donc, ce n'est pas, c'est ce que je pense que les gens, l'investisseur de détail moyen, se confond vraiment à propos de cela parce qu'ils le considèrent comme s'ils investissaient, comme si c'était de l'argent facile, au lieu d'être hyper concentrés uniquement sur l'écart. Et si vous réalisez un écart sur 10 milliards de dollars à 3%, vous empochez 300 millions. Qu'est-ce que cela vous fait de vous soucier de l'émission de l'offre? Zéro. Qu'est-ce que cela vous fait de vous soucier de l'IPC aux États-Unis? Zéro. Eh bien, vous touchez à une autre des plus grandes erreurs que je vois chez les jeunes ou nouveaux investisseurs, et c'est qu'ils pensent que ce qu'ils feraient a de l'importance. Ouais, D'accord. Et ça ne... Écoutez, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre cela aussi. Donc, je ne veux pas paraître condescendant en disant cela, mais votre travail en tant qu'investisseur n'est pas de déterminer ce que vous feriez. Vous savez déjà ce que vous feriez. Votre travail est de comprendre ce que tout le monde va faire et de déterminer ce que tout le monde va faire. Vous devez penser comme eux, pas comme vous. Maintenant, si tout le monde pensait comme vous, le marché serait déjà évalué exactement comme vous pensez qu'il devrait l'être. Donc, tout le monde ne pense pas comme vous. Vous devez donc comprendre quelles sont les motivations des autres. Que doivent-ils faire? Que doivent-ils accomplir? D'accord? Quels sont leurs incitatifs? Et écoutez,
un directeur de banque qui travaille à Wall Street depuis 20 ou 30 ans. Fais-moi confiance, il sait que l'inflation au fil du temps nuit au prix des obligations. D'accord. Ce n'est pas un secret que les gens viennent de découvrir l'année dernière. Ils savent que si les attentes d'inflation restent élevées, alors les prix des obligations vont perdre du pouvoir d'achat en termes réels. Ce n'est pas une grande révélation. Cela peut être une grande révélation pour vous qui venez de découvrir cela, mais ce n'est pas une grande révélation. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'ils achètent des obligations du Trésor pour des raisons différentes de celles que vous auriez. D'accord. Ils les achètent soit pour leur valeur de garantie, ils les achètent parce qu'ils essaient de couvrir quelque chose d'autre, ils les achètent au nom de clients, ils les achètent parce qu'ils ont besoin d'avoir un capital de premier niveau. Ils les achètent pour des raisons réglementaires. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils doivent acheter des obligations du Trésor, même si vous ne le feriez pas et même s'ils perdront du pouvoir d'achat au cours des 10 prochaines années. Et donc, ils se mettent juste la marge dans la poche. Non, bien sûr. Ils gagnent de l'argent en empochant cette marge, peu importe ce qui arrive à l'offre. Je dis toujours, vous savez, je dis aux gens que, regardez, si vous pouviez emprunter une quantité infinie d'argent à 1% pendant 2 ans, combien de bons du Trésor de 2 ans achèteriez-vous? Tu les achètes tous. D'accord? Je dis, eh bien, laissez-moi vous lancer une balle courbe. Que se passe-t-il si Janet Yellen sort demain et émet encore 3 trillions de dollars en bons du Trésor à 2 ans? Et donc, disons que le taux d'intérêt augmente temporairement de, disons, 50 points de base. Maintenant, combien en achèteriez-vous? Vous achèteriez tous ceux-là. Achetez cela. Et plus le taux d'intérêt augmente, plus vous achèteriez et plus d'autres achèteraient, ce qui ramènerait le taux d'intérêt exactement à son niveau précédent, qui était basé sur l'écart qu'ils doivent réaliser pour que le rapport risque-rendement ait du sens, non pas en fonction de l'offre, mais des attentes en matière d'inflation et de croissance. Exactement. Et si vous avez besoin de bons du Trésor de toute façon, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont la base, vous savez, c'est sur cela que tout le système fonctionne, et maintenant vous êtes mieux payé pour les acheter. Et cela renvoie un peu à toute la théorie du shake. À mesure que les taux d'intérêt augmentent, même s'ils augmentent aux États-Unis, et que les gens pensent que cela va causer des problèmes de financement pour les États-Unis, et les gens voient que lorsque les taux d'intérêt baissent, les prix des obligations chutent et ils pensent que ces bons du Trésor ne seront plus attrayants pour les étrangers, eh bien, c'est l'inverse car la monnaie étrangère est en baisse par rapport au dollar. Ils doivent acheter ces obligations, de toute façon, pour leurs divers besoins. Et maintenant, ils sont mieux rémunérés, n'est-ce pas? Donc, ils reçoivent 4% pour détenir une obligation. Leur monnaie chute de 4% et ils réalisent l'écart en effectuant n'importe quel commerce ou programme de couverture qu'ils gèrent. C'est pourquoi les obligations d'État sont toujours, vous savez, attrayants pour le reste du monde. Et vous savez, ce dont Eric et moi avons parlé dans ce programme, c'est que tous ces graphiques qui circulent montrent comment la Chine, l'Arabie saoudite et tous ces autres pays vendent massivement des bons du Trésor parce qu'ils ne sont plus une bonne réserve de valeur. C'est tout simplement faux. Je veux dire, ces graphiques montrent que le changement de valeur des prix des obligations du Trésor des États-Unis est ce qu'il est. Ils montrent le changement de valeur de leurs avoirs en obligations. Et comme les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté au cours des 2 ou 3 dernières années, les prix des obligations ont beaucoup baissé. Il y a eu des ventes. Personne ne vend des obligations du Trésor. Il y a eu des ventes d'obligations du Trésor. Mais dans l'ensemble, la raison pour laquelle les réserves des étrangers semblent, dans certains cas, diminuer, et que les prix baissent, et cela, ironiquement, est une manière pour les États-Unis d'utiliser le dollar et la politique monétaire comme une arme. Si les États-Unis augmentent les taux d'intérêt, si nous revenons à notre analogie de poker, n'est-ce pas, ils augmentent la grosse blind et la petite blind. Et maintenant, vous devez mettre plus d'argent juste pour jouer dans le jeu, mais vous avez une imprimante sous votre chaise. C'est juste une façon de punir le reste de la table. Donc, si les États-Unis augmentent les taux d'intérêt et que cela fait baisser les avoirs en bons du Trésor étranger et qu'ils doivent maintenant vendre leurs bons du Trésor, c'est une pénalité de retrait anticipée. C'est les États-Unis qui disent « Vous voulez vendre vos bons du Trésor? Allez-y, vendez-les, mais vous perdrez 20%. » Donc, je ne dis pas qu'ils le font tout le temps. Je dis juste qu'ils ont la capacité de le faire s'ils veulent le faire. D'accord, mais c'est aussi le début de la courbe. Je veux faire la distinction entre le début de la loi. Eh bien, c'est vrai, mais mais lorsque la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, la partie longue suit souvent. Et si elle ne suivait pas,
Utilisons donc 2022 comme exemple. Si la partie longue était restée à 2%, ou quel que soit le chiffre, je ne me souviens pas, peu importe ce que c'était, et qu'ils ont porté la partie courte à 5%, à quoi ressemble la courbe des rendements? Elle va s'inverser, massivement inverser. Si vous avez un taux de 5% à l'avant et un taux de 1% ou 2% à l'arrière, cela n'indique pas une récession, cela indique un effondrement mondial, donc la Fed pourrait avoir voulu provoquer une récession ou un ralentissement de l'économie, mais elle ne veut pas. Un effondrement du système. D'accord. Et donc, le point est qu'ils peuvent utiliser la politique monétaire pour affecter le reste du monde. Je ne dis pas qu'ils ont un contrôle total là-dessus. Ils n'ont absolument pas un contrôle total là-dessus. Et je pense que notre ami Jeff dirait qu'ils n'ont aucun contrôle là-dessus, n'est-ce pas? Mais ils sont dans une meilleure position pour le contrôler que quiconque. Ils ont donc un meilleur contrôle que toute autre institution, mais ils n'ont certainement pas un contrôle parfait. Oui, mon point, encore une fois, est que je regarde l'histoire et je ne vois pas d'argument solide pour que l'offre impacte les taux à long terme, mais je vois un argument très fort pour que cela soit uniquement lié à la croissance et à l'inflation. Donc, si je pars du principe que nous allons entrer en récession parce que la courbe des rendements n'est pas différente cette fois-ci, alors je suppose que les attentes de croissance de l'inflation vont diminuer ou seront plus faibles, disons dans un an. Et donc, c'est en gros le principe de mon scénario de base étant les États-Unis. Les taux d'intérêt à long terme seront également plus bas, donc cela ne va pas arriver à ce point. Donc, ce que je voudrais, si je comprends totalement ce point de vue. Si j'allais faire cela, je voudrais probablement acheter des options de vente hors de la monnaie sur TLT plutôt que d'acheter simplement TLT lui-même ou, désolé, des options d'achat. Des options d'achat hors de la monnaie, des options d'achat. Parce que de cette façon, vous savez, peut-être que j'achète des options à long terme qui expirent dans 1 an et demi. Et de cette façon, vous savez, si cela va à l'encontre de mes attentes à court terme, eh bien, ça va. J'ai toute une année pour que cela se déroule. Je pense simplement qu'il est possible que des taux plus élevés soient la cause de la récession. Il se peut donc que TLT augmente beaucoup. Mais cela pourrait ne pas se produire avant 6 ou 9 mois à partir de maintenant. Eh bien, c'est un excellent point. Et c'est l'une des principales choses que j'ai manquées, ce qui renvoie à la partie originale de notre conversation. Quand je ne regardais pas la nuance, donc, ce que j'ai fait après que nous avons fait ce pari, une fois que je me suis complètement trompé, c'est que je suis en fait retourné et j'ai examiné les cycles précédents. Et je ne sais pas si vous avez fait vos devoirs ici, mais si ce n'est pas le cas, j'ai trouvé fascinant que lorsque la Fed a réduit les taux le 18 septembre 2007 de 50 points de base, vous savez, ils sont passés de 5,25 à 4,75, exactement la même chose. Et à ce moment-là, l'IPC était d'environ 3,5%. Et tout de suite, je pense que le taux à 10 ans était, disons, 4,2, quelque chose comme ça. Et au cours des prochaines semaines, le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a augmenté d'environ 20 à 30 points de base. Mais si vous avancez rapidement au 22 janvier 2008, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est à ce moment-là qu'ils ont eu cette réunion d'urgence. Et ils ont baissé de 75 points de base, et c'était une semaine avant la date à laquelle ils étaient censés se rencontrer. Le 29 janvier, où ils ont baissé de 50 points de base. Donc, en une semaine, ils ont baissé de 125 points de base, donc à 3,5. Donc, vous supposeriez, si je vous disais cela en soi et que je vous demandais, où pensez-vous que le taux à 10 ans va? Et vous diriez beaucoup plus bas. Je veux dire, ça va probablement s'effondrer. Le rendement à 10 ans a en fait augmenté, au point où, en juillet, j'ai oublié l'augmentation en points de base. C'était comme une augmentation de 50 ou 60 points de base sur le 10 ans de janvier 2022. À juin, juillet, quelque chose comme ça. Et au fait, l'IPC est passé de 3,5% en septembre à 5,6% en juillet 2008, 5,6%. C'est pourquoi les rendements augmentaient malgré les réductions au trimestre. Et pour revenir à votre point précédent, cela aurait pu être un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non, non, ironiquement. Vous savez que j'ai consulté le Wall Street Journal, le journal qui est sorti le jour après la publication de l'IPC de juillet. Donc, cela aurait été en août, je pense que c'était le 14 ou le 15, quelque chose comme ça. Et le 14 août 2008, dans le Wall Street Journal,
Il parlait de la façon dont la Fed avait commis cette énorme erreur en abaissant les taux, ce qui avait alimenté l'inflation, et comment, en approchant de la fin de l'année, ils allaient probablement devoir commencer à augmenter les taux d'intérêt. C'était 2 mois avant la crise, 2 mois avant le confinement. Ils ont abaissé les taux à 0 et 1 an auparavant, nous avions une inflation négative de 2% ou une déflation de 2%. Cela montre exactement ce que vous dites et que j'ai complètement manqué. Pendant ce cycle de baisse des taux d'intérêt, même si c'est votre scénario de base, vous pouvez avoir ces mouvements où l'IPC et le Trésor à 10 ans supposent que la croissance et l'inflation vont augmenter de plus en plus en raison des baisses de taux de la Fed avant d'être pris au dépourvu. Tout à fait, tout à fait. Et encore une fois, il est logique que des taux plus élevés soient ce qui provoquerait la crise ultime, n'est-ce pas? Parce que c'est là que se trouve la véritable pression. Ouais. Donc, d'accord. Passons maintenant à la raison pour laquelle j'ai un os à ronger avec toi. Oh là là, c'est parti. Or, Ça va. Être bien. Tu ne m'as pas dit que ça arrivait. Ça va être bien. je pense que toi et moi avons une vision similaire, mais là où je me sens frustré, c'est que j'adore t'écouter articuler tes arguments et échanger, que tu sois sur Macro Voices ou ailleurs. Mais chaque fois, je me sens frustré parce que je ne pense pas que l'argument sur la direction que prend le dollar par rapport aux autres devises devrait vraiment tourner autour de la demande pour le dollar des États-Unis. Ou en d'autres termes, si le dollar va rester la monnaie de réserve mondiale. Honnêtement, je ne pense pas que cela ait d'importance pour votre cas. Parce que, oh oui, cela n'a pas à rester la monnaie de réserve mondiale. Parce que chaque fois que je te vois débattre avec des gens, c'est généralement à propos de la monnaie des BRICS, tu sais, et tu débats sur le fait qu'il n'y a aucune chance que les gens passent à la monnaie des BRICS. Le dollar va rester la principale monnaie, la monnaie de réserve mondiale, peu importe comment tu veux l'appeler. Et je ne pense pas que ce soit vraiment l'argument. Parce que supposons un instant que le dollar décline en ce qui concerne le nombre de personnes qui l'utilisent, que ce soit des gouvernements ou le secteur privé. Je pense que si la demande pour les dollars diminue, disons que la monnaie des BRICS prend le relais. Mais cela signifie que le dollar augmente. Cela ne signifie pas que le dollar baisse, car de la façon dont je le vois, Oh, le prix augmente, tu veux dire. c'est exact. Le dollar monte. Oui, non, c'est tout à fait vrai. Donc, je pense que lorsque nous entrons dans ce débat sur la question de savoir si le dollar va rester la monnaie de réserve mondiale, cela tourne autour de la demande. Pour le dollar contrôlant, le prix du dollar par rapport aux autres devises. Donc, si la demande diminue, alors le prix diminue. Et je pense que cela confond les gens parce que c'est très intuitif, mais en réalité, c'est contre-intuitif. Car si vous voulez savoir ce qui va faire monter le prix du dollar à long terme par rapport aux autres devises, ce sera une baisse de la demande et non une augmentation. Et si vous voulez savoir ce qui va faire baisser le dollar, disons sur le DXY à 70, eh bien, cela signifie que la demande pour les dollars augmente. Ou excusez-moi, oui, la demande de dollars qui augmente va faire baisser le prix par rapport aux autres devises. C'est exactement ce que nous avons vu de 2000 à 2011, où le DXY a chuté en ligne droite. Je pense qu'il a atteint un creux à 70 et cela est probablement le résultat de l'expansion des marchés émergents, de l'expansion de la Chine. Par conséquent, ils ont besoin de plus en plus de dollars pour acheter ces matières premières. Donc, vous avez les banques et le système euro-dollar créant plus de dettes en dollars. En d'autres termes, plus d'unités monétaires, plus de dollars. Absolument vrai. Vous avez la vitesse de ces dollars augmentant globalement. Ou si vous avez une contraction de l'économie mondiale et que vous avez ensuite plus de risques de contrepartie, vous voyez alors l'exact opposé. Et même si la demande diminue, cela ne fait qu'attiser le feu car il y a plus de dettes libellées en dollars qui sont remboursées que de dettes qui sont créées. Par conséquent, une baisse de la demande signifie que l'offre de dollars diminue et que la vitesse diminue en même temps. Vous saisissez donc mon propos. Les prix augmentent. Et ensuite, les prix augmentent par rapport aux autres monnaies fiduciaires. Eh bien, oui, peut-être que je ne l'explique pas de la bonne manière, mais ce que j'ai toujours essayé de dire, c'est que nous ne pouvons pas passer de ce système à un autre système sans que le dollar des États-Unis n'augmente. D'accord. Je voudrais juste, mais je leur donnerai ce qui leur revient pour dire « Eh, oui, tu as raison ».
la monnaie des BRICS, tout le monde va abandonner le dollar et tout le monde va se tourner vers cette monnaie des BRICS où, d'une certaine manière, ils préfèrent le risque de contrepartie être entre les mains de Vladimir Poutine et de Xi Jinping. Disons simplement que vous avez raison. Vous savez, J'essaierai cela dans le prochain. Nous verrons comment les gens réagissent à cela. Non, non, tu as raison. Oui, absolument. Tout le monde, l'Arabie saoudite, ils vont abandonner le pétrodollar, les BRICS, ils vont sortir avec ce nouveau système pour SWIFT qui va être complètement époustouflant. Ils vont soutenir leur monnaie. Il faut donner à Ricard ce qui lui revient. Dis, Jim, tu as absolument raison sur tous les points. Ça va être difficile à faire, mais j'essaierai. Si ce que vous dites s'avère vrai, cela signifie que le dollar monte, pas qu'il descend. Eh bien oui, j'ai dit cela plusieurs fois, mais je comprends ce que tu dis. Je devrais juste les laisser avoir leur court terme. Et la raison pour laquelle je dis cela, Brent, c'est que j'essaie d'aider les gens à mieux comprendre le système monétaire. Et moi aussi. Mais apparemment, je ne fais pas très bien ça. Eh bien, aucun de nous ne l'est, mais tu sais ce que je veux dire, n'est-ce pas? Je le fais. Je sais ce que vous dites. Une fois que vous comprenez comment le système monétaire mondial est structuré, et c'est en fait que les dollars en dehors des États-Unis sont des crédits, ce ne sont pas vraiment des dollars. Donc, si je vous disais que la demande de prêts automobiles va diminuer, que va-t-il se passer avec le nombre de prêts automobiles? Cela va diminuer. C'est exactement la même chose avec le dollar en dehors des États-Unis, car c'est du crédit. Ce ne sont pas des morceaux de papier vert. Et c'est ce que j'essaie de communiquer aux gens. Et je pense que si nous nous laissons entraîner dans ce débat sur la demande, donc si la demande diminue, que le prix va baisser, alors nous détournons l'attention de là où elle devrait être. D'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu gagnes cette fois. Eh bien, tu as gagné le pari. Tu as définitivement eu raison concernant l'appel des taux d'intérêt. Donc, oui, nous verrons si nous pouvons faire avancer les choses en nous concentrant davantage sur la demande. Eh bien, j'ai toujours dit que le milkshake est la mort du dollar. La mort du dollar, c'est le dollar qui monte, pas qui descend. Mais, vous savez, c'est ainsi que le système change. Oui, c'est ça. Alors, comment penses-tu que nous pouvons mieux articuler ce message? Parce que je sais que tu as beaucoup d'échanges avec les gens. Je dois y réfléchir. Mais je veux dire, écoute, tu as absolument raison. Et c'est comme l'une des choses, plus tu essaies de t'éloigner du dollar, plus le dollar te fait mal. C'est comme un piège à doigts chinois. Ouais, non, exactement. Plus tu tires fort, plus tu tires, plus c'est serré. Ouais, Ouais, je ne sais pas. Je vais devoir trouver une nouvelle analogie ici. d'accord, mon pote. Alors, dis-nous ce qui se passe avec le podcast et dis-nous ce qui se passe avec la newsletter. Je crois que c'est le macro. Oh, ouais. Ouais, tout va bien. Nous avons commencé à publier. Nous avons un peu établi un calendrier où nous publions un article de réflexion plus long toutes les 2 semaines ou 2 fois par mois. Et puis, lors des semaines opposées, 2 fois par mois, nous publions un court document de 3 pages appelé Penser, rire, pleurer, où il s'agit de 3 sujets différents, quelque chose pour vous faire réfléchir un peu, quelque chose pour vous faire rire, et ensuite quelque chose à méditer, peut-être bouger un peu vos émotions. Donc, nous avons environ 4 choses différentes qui sortent par mois, et ensuite nous ferons probablement, je ne sais pas, 2 ou 3, même plus grandes, vous savez, pièces tout au long de l'année quand quelque chose de spécial se présente. C'était amusant. Le podcast continue. Nous allons avoir notre 100e épisode la semaine prochaine, ce qui signifie qu'il aura 2 ans. À ce moment-là, Fantastique. ouais, Tu sais, c'est Brent. ce que c'est. Cela pourrait te faire rire. Je vais te dire quoi tu dois faire pour te mettre à jour. Je regarde juste mon podcast. Oh, tu es comme 2164. Ouais, je ne sais pas. C'est ça, Toi, tu gagnes celui-ci aussi. Eh bien, tout. D'accord. Où les gens peuvent-ils trouver le podcast? Je suppose qu'il est sur iTunes. Et ensuite, où les gens peuvent-ils obtenir la newsletter? eh bien, en ce moment, l'émission hebdomadaire est sur YouTube. Donc, si vous allez sur YouTube et que vous tapez Milkshakes, Markets and Madness,
vous le trouverez là-bas. Macroalchimiste, si vous allez sur macroalchimiste.com, vous pouvez vous inscrire pour recevoir la recherche. Encore une fois, cela sort environ une fois par semaine. Et puis, santiagocapital.com a mes coordonnées directes pour quiconque s'intéresse aux services de gestion de patrimoine. Et enfin, si vous voulez juste discuter avec moi sur Twitter, vous pouvez me trouver sur Twitter à Santiago AU Fund. Mais ne discutez pas avec lui sur le fait que la monnaie des BRICS va remplacer le dollar. Par conséquent, le dollar va s'effondrer parce que, comme nous l'avons expliqué, cela renforce en fait l'argument de Brent selon lequel le dollar va monter, pas descendre. Exactement. D'accord, mon pote, passe une bonne journée. On se voit la prochaine fois. Merci. Au revoir.